Et apparemment, alors pour que ça... Oui, ça y est, ça tourne, bien. Donc, je lis ce qu'elle m'a écrit. Dieu est la substance, la totalité de la réalité. Ça, c'est parfaitement compris. L'attribut est une qualité de la substance. Oui, on peut dire ça. Hein, c'est une dimension de la substance, c'est une expression de la substance, c'est une façon dont la substance se perçoit elle-même. Donc, la substance... Dieu est un attribut infini. Non, ça c'est pas tout à fait exact. Pourquoi dit-on que la substance est un attribut infini? Non, on ne dit pas ça. Hein. La substance n'est pas un attribut infini de Dieu. Tout dépend de ce qu'on met effectivement derrière le mot attribut. Non, la substance c'est Dieu. Hein. Bon, c'est Dieu dans son essence, c'est Dieu dans sa puissance, c'est la nature dans son infinité, dans son infinie puissance. Voilà ce qu'est la substance. Hein. C'est le fond de la réalité. Bon, que Spinoza déclinera ensuite dans ce qu'on étudiera un peu plus tard. Il distingue la nature naturante et la nature naturée, ça je vous l'avais indiqué. Hein, la nature naturante c'est la puissance même et la nature naturée c'est l'ensemble des réalités qui sont issues de cette nature, produites par cette nature, engendrées par cette nature. En tout cas c'est comme ça que nous le percevons parce que nous sommes dans le temps. On va retrouver ce problème aujourd'hui très délicat, hein, du temps. Voilà. Donc Dieu, non, on ne peut pas dire que la substance est un attribut de Dieu. Hein, la substance c'est Dieu. Hein, bon, c'est Dieu, c'est la nature dans sa réalité la plus profonde, la plus éternelle, la plus indiscutable. Bon, c'est l'autre nom de Dieu. Hein, la substance, c'est l'autre nom du divin ou c'est l'autre nom de la nature. Hein, c'est pas une qualité de Dieu. Hein, la substance. Bon, donc sur ce plan, Spinoza est proche d'Aristote et de tout ce que les métaphysiciens avaient dit au fond de la substance. La substance a des qualités, donc je vous rappelle que l'origine elle est un peu grammaticale, hein, c'est le sujet, le verbe et l'attribut. Hein. Bon, vous, mesdames, vous allez chez le coiffeur, vous rentrez blonde, vous sortez brune, vous avez gardé la même substance, hein, vous avez la qualité de votre système chevelu s'est modifiée, donc vous avez un attribut différent. De vous on disait elle est blonde et maintenant on dit elle est brune, mais c'est toujours elle, hein, c'est le même sujet. Bon, sujet, verbe, attribut. Donc c'est Aristote le premier qui avait travaillé. Platon l'avait fait un peu, mais Aristote l'a fait beaucoup mieux, puisqu'à partir de là il a bâti sa fameuse logique. Hein, comment on doit articuler un verbe, un sujet, un attribut par l'intermédiaire d'un verbe. Hein. Quelles sont les règles qui s'imposent à moi quand je prononce des phrases finalement. Hein. Bon, c'est la logique d'Aristote. Hein. Bon. Donc ces règles sont impératives, elles sont incontournables, elles s'imposent à chacun d'entre nous, sinon on sort de la rationalité et on dit n'importe quoi. Bien. Donc cette logique en fait d'Aristote elle ne mérite pas vraiment son nom, c'est pas une logique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une métalogique, la logique d'Aristote. Hein. J'avais lu quand j'étais étudiant beaucoup d'absurdités sur ce sujet. On disait la logique d'Aristote est dépassée, il y a d'autres logiques, de même qu'on dit Euclide est dépassé puisqu'il y a d'autres géométries. C'est des phrases qui n'ont pas grande signification. Bon, je ne rentre pas dans le cas de la géométrie, c'est beaucoup plus compliqué, mais la logique non, la logique d'Aristote elle n'est pas réfutée, la logique d'Aristote c'est la logique des logiques. Bon, c'est vrai qu'on a inventé d'autres logiques mais qui ne sont pas sur le même plan que la logique d'Aristote. Hein. La logique d'Aristote est une logique bivalente. Hein, oui et non, on n'a pas le droit de se contredire, j'ai pas le droit de dire que A a X et de dire que A est en même temps non X. Ah bon, j'ai pas le droit de dire que vous êtes blonde et en même temps non blonde. Hein, c'est l'un ou l'autre. Hein, bon, c'est le principe du tiers exclu. Bon, donc cette logique, elle s'impose à chacun d'entre nous. Et elle n'est pas remise en cause par les nouvelles logiques. Tout simplement, j'avais trouvé un argument dans un petit bouquin de Vierieux-Raymond, qui était une grande logicienne, qui disait avec beaucoup d'intelligence, la preuve qu'Aristote continue à avoir raison, c'est que vous avez des logiques bivalentes et des logiques trivalentes, mais vous ne pouvez pas être en même temps dans une logique bivalente et dans une logique trivalente. Donc le principe du tiers exclu s'applique aux logiques avec un S. Hein, bon, c'est-à-dire il faut choisir. On ne peut pas être dans deux logiques en même temps. De même qu'on peut pas en même temps être chez Euclide et chez Riemann. Il faut choisir. On est soit dans un espace euclidien, soit dans un autre espace à courbure positive ou négative. On ne peut pas être dans les deux à la fois. Donc Aristote, c'est la métalogique, comme on dit aujourd'hui. C'est pas une logique parmi les logiques. C'est la logique qui s'impose à notre discours. Et tous ceux qui ont essayé de mettre Aristote en défaut et d'imaginer qu'on pourrait raisonner suivant d'autres règles, se sont tous cassés la figure, parce que je crois qu'Aristote a trouvé les règles fondamentales. Bon, et sur ce plan, il n'est pas vrai qu'il y ait des oppositions
entre cultures, ou que la science a remis en cause avec son principe d'indéterminisme cette logique. Moi, j'y crois pas du tout. Je crois qu'Aristote a trouvé des règles qui sont les règles qui sont inscrites dans notre cerveau finalement, qui sont les règles qu'utilisent aujourd'hui les informaticiens aussi à leur manière dans un système de logiciels mathématiques. Non, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a effectivement des règles simples. C'est les plus simples même qui existent, tellement simples d'ailleurs, je vous rappelle au passage, c'est important qu'elles sont indémontrables ces règles. Ce sont des principes. Un principe, ça ne peut pas être démontré. Ça a gêné un peu Aristote. Il a essayé de démontrer, puis il s'est rendu à l'évidence, non, on ne peut pas démontrer. Je ne peux pas vous démontrer que je n'ai pas le droit de dire que X est A et que X est non A. Je ne peux pas vous le démontrer. Vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Mais si vous ne l'acceptez pas, alors on rentre dans le délire. On accepte de rentrer dans le délire, de dire n'importe quoi, de dire oui et non en même temps. Bon, donc on ne peut même plus dialoguer. Parce que je dis, regarde, tiens, tu as vu la jolie blonde qui passe sur le port, et que mon copain me dit, mais non, elle est brune, et je dis, mais non, elle n'est pas brune. Il dit, oui, mais moi quand je dis brune, ça veut dire blonde. Bon, au revoir, on reprendra la discussion demain matin. On ne peut plus échanger, on ne peut plus dialoguer. Il faut bien qu'on mette le même sens derrière les mêmes mots et qu'on puisse ne pas se contredire pour parler les uns avec les autres. Donc c'est pas vrai que c'est une logique parmi les autres. Le principe du tirage ne s'applique pas à une outil quantique. Alors, oui et non, là aussi c'est un peu plus compliqué que ça. Bon, oui et non, parce que bien sûr que on est en physique quantique, on arrive à cette idée effectivement que il y a une sorte d'identité entre l'onde et la particule, mais en même temps, je ne peux pas les traiter sous ces deux angles en même temps. Je suis obligé de choisir. J'accepte l'idée que ce qui m'apparaît à l'instant T comme une particule, en fait, c'est le fait que je l'ai interceptée, qui la transforme en quelque sorte en particule à cet instant T, et qu'en réalité elle était une onde, mais je ne peux pas la traiter en même temps comme onde et comme particule. Donc on est condamné quand même en dernière instance à faire ce choix-là. Oui, non, alors là, non, mais vous avez raison. C'est vrai qu'on a amené un peu de souplesse, un peu de subtilité, ça n'est pas faux. Moi, je reste quand même convaincu que Aristote a touché une sorte de fond, je dirais, irréfutable du discours humain, et que, sauf si notre cerveau entre en métamorphose, pourquoi pas, on est toujours dans cette logique-là, fondamentalement, y compris dans les sciences les plus pointues. Voilà. Bien, donc aujourd'hui on va arriver donc à un très très beau texte qui est le Scoli 2 de la proposition 33. N'hésitez pas, je vous l'ai déjà dit au passage, s'il y a des choses qui vous perturbent et qui vous semblent incompréhensibles. Bon, j'ai fait des choix, bien sûr, on peut pas tout lire, on peut pas tout expliciter. Entre la proposition 17 dont on a étudié le Scoli la semaine dernière et la proposition 33, bon, il se passe bien sûr un certain nombre de choses, mais qui sont, je dirais, un peu répétitives. Spinoza réfléchit effectivement sur ce qu'est l'éternité de Dieu, l'identité de l'essence et de l'existence. Ça, c'est une idée classique encore à l'époque, qui remonte à ce qu'on appelle l'argument ontologique, je vous l'avais dit, de saint Anselme. Bon, il définit ce que sont les attributs, c'est peut-être ça qui a pu perturber certains d'entre vous. Il définit ce qu'est les modes à la proposition 23, donc il faut revenir peut-être une seconde là-dessus. Attributs et modes sont évidemment, fonctionnent sur des plans totalement différents. Bon, je dirais que, comment dire ça, c'est un peu imprudent ce que je vais dire, mais pédagogiquement je suis obligé de le dire. Au fond, le mode est une réalité. Bon, le mode, c'est ce que devient la substance. C'est une partie de la substance, ou ce que devient la substance pour un être qui, comme nous, est dans le temps et qui ne voit pas la substance dans son éternité, mais dans ses manifestations successives. Donc le mode est une réalité au sens fort du mot réalité. Nous sommes des modes. Ce livre est un mode. Une galaxie, c'est un mode. Toutes les réalités, c'est ce que Leibniz, qui est le contemporain de Spinoza, appellera des monades. Ce sont les réalités individuelles que la nature a engendrées et qu'elle continue à engendrer. Donc les modes sont des réalités. Les attributs ne sont pas tout à fait des réalités. Bon. Les attributs sont des points de vue. Les attributs sont des perspectives, en quelque sorte, sur la substance. Alors, ce ne sont pas des perspectives arbitraires, bien entendu,
parce que Spinoza va introduire cette idée évidemment extrêmement métaphysique, que les deux attributs que nous connaissons, malheureusement on n'en connaît aucun autre. Hein. Bon, nous n'avons que ces deux regards sur la substance. Je la vois soit à travers l'attribut de l'étendue, de la matérialité, de l'espace, ce que Descartes, qui a beaucoup marqué bien sûr, Spinoza appelait la res extensa, la chose étendue, la substance étendue. Et puis j'ai un autre aperçu sur Dieu ou la nature qui est la substance pensante, la res cogitans. Cet aperçu, il est intellectuel, il est intérieur. Hein. Je fais l'expérience de ma pensée, ça c'est évidemment la grande découverte, même si c'est pas une découverte au sens absolu, mais enfin c'est le coup de génie de Descartes d'avoir ainsi montré que nous avons une expérience intérieure qui est plus forte au fond que l'expérience extérieure, parce que je peux douter de ce que je vois à l'extérieur de moi, mais je ne peux pas douter que je suis en train de voir quelque chose. Hein. Je reprends les arguments classiques de Descartes. Hein. Bon, je peux dire j'ai chaud, vous me sortez un thermomètre en disant il fait moins 10, mais j'ai chaud quand même. Hein. Bon, j'ai pas dit il fait chaud, hein. J'ai dit je peux pas douter de mon expérience. Bon, c'est mental le fait d'avoir chaud, hein. C'est pas physique du tout. Hein. Bon, donc c'est un ressenti intellectuel en quelque sorte. Hein. Bon, donc nous avons tous une expérience intérieure totalement irréfutable que Descartes a résumée par la fameuse formule cogito. Hein. Et c'est comme ça que j'ai accès à l'attribut. Alors la différence entre Descartes et Spinoza, elle est double. Il faut toujours revenir à cette différence évidemment, puisque c'est en lisant Descartes que Spinoza a construit son système philosophique. Premièrement, et c'est évidemment l'essentiel, Descartes est dualiste. Hein. Descartes a considéré, à tort selon Spinoza, que la pensée et l'étendue étaient des substances. Bon, c'était des réalités ultimes. Bon, des réalités ultimes, c'était pas des points de vue, c'était pas des perspectives, c'était pas des regards qu'on porte sur, c'était des réalités profondes. Hein. Dieu a engendré dans sa toute-puissance une réalité qui s'appelle l'étendue, tout ce que nous voyons dans l'espace, et il a engendré la pensée. Hein, et nous participons à ces deux substances, et nous sommes les seuls dans l'univers, pour Descartes, puisque dans l'univers, il y a ou bien de la matière sans pensée, peut-être de la pensée sans matière, mais ça on ne le sait pas, mais après tout pourquoi pas, hein, mais en tout cas nous sommes les seuls dans l'univers à être ces mélanges de pensée et d'espace, hein, d'union de l'âme et nous sommes les seules unions de l'âme et du corps qui existent, nous faisons l'expérience de ces deux dimensions avec tous les problèmes évidemment que ça pose. Donc première différence entre Descartes et Spinoza, là où Descartes voyait des substances, hein, Spinoza voit simplement des attributs. Hein, il voit des attributs, c'était non pas des réalités, encore une fois, j'y insiste, mais des aspects, je dirais, des aspects, des perspectives, des regards. Ah bon. Je vous ai donné cette image que je trouve merveilleusement pédagogique de David Bohm qui dit la substance est un peu un aquarium que personne n'a jamais vu et ne verra jamais, entouré de caméras, et nous sommes dans la pièce d'à côté, on voit des images des aquariums, voilà. Et ces images nous paraissent nous la réalité parce qu'on n'a pas vu l'aquarium évidemment, hein. Mais ce sont des images simplement, hein. Et ce sont des images du même aquarium. Hein. L'aquarium il est filmé d'en haut, d'en bas, du dessus, du dessous, de droite, de gauche, mais il n'y a qu'un aquarium. Hein. Bon, tous les écrans de télévision sur lesquels vous regardez l'aquarium représente le même aquarium. Donc voilà ce que sont les attributs. Hein. Ce sont, l'image de David Bohm est merveilleuse, ce sont des regards. Bon, alors, il y a une deuxième différence quand même importante enfin, différence, peut-être une nuance, je dirais, plus qu'une véritable différence. Mais pour Spinoza, la pensée et l'étendue sont non pas simplement, parce qu'il aurait pu raisonner ainsi, mais alors à ce moment-là il serait tombé dans une sorte de relativisme qui n'est pas du tout sa philosophie. Bon, Spinoza ne dit pas que la pensée et l'étendue sont des perspectives que nous autres, les humains, qui sommes des êtres limités, portons sur la substance. Il dit que ce sont des points de vue que Dieu a lui-même sur lui-même. D'accord ? Très important ça. Bon. L'attribut, c'est pas simplement, c'est pas arbitraire. Hein, bon. C'est pas nous qui regardons sous un certain angle. Là, on tomberait dans le relativisme, qui est une philosophie éminemment respectable. Hein. Le relativisme consiste à dire, le réel dépend de la façon dont je le vois. Hein, il n'y a pas de réalité en soi. Il n'y a que des points de vue, hein, des points de vue différents. Bon, grande philosophie inaugurée par Protagoras chez les Grecs, reprise par Montaigne, reprise par Marcel Conche et beaucoup d'autres. Bon, très belle philosophie que j'adore. Bon, mais on n'est pas chez Spinoza du tout. Donc pour Spinoza, la pensée et l'étendue
ne sont pas simplement des regards que nous autres nous portons sur Dieu ou sur la nature, ce sont des regards que Dieu se porte sur lui-même. Bon. Dieu, quand il se regarde, entre guillemets bien sûr, c'est une métaphore, mais Dieu, quand il se perçoit, il se perçoit à travers ses attributs de la pensée, de l'étendue et d'une infinité d'autres attributs dont je n'ai aucune idée, dont je n'aurai jamais la moindre idée. Bon. Donc, en quelque sorte, ce sont des regards que Dieu porte sur lui-même. Bon. Et il nous les fait partager. Nous, en tant que mode de Dieu, nous partageons 2 de ces regards. Nous avons accès à 2 de ces regards que Dieu porte sur lui-même. Le regard qui s'appelle étendu, le regard qui s'appelle pensée. Bon. Il y a beaucoup d'autres regards que Dieu a sur lui-même, que peut-être d'autres créatures ont sur la nature ou sur Dieu, pourquoi pas, mais que nous n'avons pas. Nous sommes limités à ces 2. Voilà. Alors beaucoup ont dit que Spinoza était victime de Descartes, qu'il avait privilégié excessivement ces 2 substances. Alors, bien sûr, pour lui, ce ne sont pas des substances, je le répète énergiquement, mais que malgré tout, il restait une sorte de zeste de dualisme chez Spinoza, puisque il insiste beaucoup sur le fait qu'il n'y a que 2 attributs que nous connaissons, sur lesquels nous pouvons réfléchir, penser, raisonner. L'attribut de l'étendue, donc quand j'analyse les corps qui sont visibles, quand je les mets en formule mathématique, quand j'essaie de comprendre la nature autour de moi, ce que font les savants, c'est le 2e genre de connaissance, nous l'avons dit, et puis l'attribut pensée, que j'expérimente à travers ma propre vie intérieure, mes réflexions, mes raisonnements, etc. Bon, voilà. Donc voilà, je pense que ça va, c'est plus clair, les attributs, substances, ouais, j'ai répondu. Bien. Alors, on va passer donc maintenant à la proposition 33, qui est tout à fait essentielle. Donc on arrive un peu vers la fin de ce livre 1. Qui contient 36 propositions, suivies de l'appendice que nous étudierons à la rentrée. La proposition 33 est la suivante. Les choses n'ont pu être produites par Dieu d'aucune manière autre et dans aucun ordre autre que de la manière et dans l'ordre où elles ont été produites. Donc ça, c'est l'affirmation la plus catégorique, la plus nette de la nécessité spinoziste. Il ne peut pas y avoir un autre ordre de causalité, un autre enchaînement des causes et des effets. Dieu étant ce qu'il est, étant cette puissance parfaite et infinie, il est délirant pour Spinoza de supposer, en se mettant en quelque sorte à sa place, parce qu'au fond ce que nous faisons chaque fois que nous critiquons le réel, nous nous mettons inconsciemment, sans bien percevoir, je dirais, notre audace en quelque sorte. Nous nous mettons à la place de Dieu. Nous créons un autre univers que nous déclarons meilleur. C'est tout le problème du jugement que Spinoza a magnifiquement développé dans des lettres que j'avais commentées il y a quelques années. J'en referai des photocopies pour ceux qui n'avaient pas assisté à ces cours. 2 lettres qui sont superbes, qui sont parmi les plus beaux textes que je connaisse, la 19 et la 21. Elles sont numérotées, c'est des chefs-d'œuvre. Pour moi, c'est vraiment parmi les plus grands chefs-d'œuvre écrits par un philosophe. C'est des bijoux, ces 2 lettres. Bon. Donc Spinoza va creuser dans ces 2 lettres cette question de la perfection, du bien et du mal. Bon. Donc ce problème du jugement, qui pose des problèmes moraux dont nous reparlerons, je vous rassure tout de suite, qui sont très délicats et très difficiles. Ce sont les interrogations que nous avons généralement sur ces doctrines entre guillemets fatalistes, parce que le mot est tellement élastique qu'il ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, employons-le provisoirement. Donc les doctrines fatalistes qui me disent que tout arrive comme cela doit arriver, c'était le cas des stoïciens, je vous rappelle, le fatum, repris par Nietzsche sous la forme de l'amor fati, l'amour du destin. Le fatum, c'est le destin, c'est l'idée que les choses ne peuvent pas être autres que ce qu'elles sont et qu'il faut se réconcilier avec cette réalité qui m'a produit tel que je suis. Donc, entre guillemets, ce fatalisme, j'emploie ce mot avec beaucoup de guillemets, mais encore une fois, on est habitué à ce mot, donc je l'utilise provisoirement. Donc, effectivement, ce fatalisme, les stoïciens, les premiers peut-être en avaient pris une conscience aiguë, est une très belle philosophie qui nous pose des problèmes moraux. Comment pouvons-nous nous dispenser de juger, c'est-à-dire de dénoncer, parce que le jugement, au fond, je sais bien qu'il y a des jugements laudatifs, mais enfin,
ils sont quand même rares. Hein. Le jugement en général c'est une accusation, le jugement c'est une condamnation, c'est tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait. Bon, de temps en temps on envoie des bons points ou des fleurs à nos semblables, mais c'est rare quand même. Hein. Le jugement en général c'est un jugement critique, hein. C'est une distance critique et ça nous paraît tout à fait légitime et ça nous paraît même fondamental. Hein. Bon, que deviendrions-nous, nous les humains, si nous n'avions pas, et on pense que c'est justement notre apanage, que c'est notre grandeur cela. Hein. Bon, c'est en cela que nous pensons nous différencier des animaux. Les animaux sont englués dans la réalité, ils la subissent totalement, et nous avons ce merveilleux recul qui s'appelle la conscience, et en particulier la conscience morale, hein, bon, qui nous permet devant un événement de dire ben, ça n'est pas bien, ça n'aurait pas dû se passer ainsi, donc je vais essayer de corriger les choses. Bon, et on a l'impression, et c'est là que tout le problème se pose, on a l'impression que les philosophes entre guillemets fatalistes nous privent de tout cela, hein, bon, et ils nous privent de cette ressource merveilleuse qui est la critique, qui est la dénonciation, qui est la hiérarchisation. Hein, bon, nous autres humains, nous sommes capables effectivement de hiérarchiser les choses. Bon, et nous avons l'impression, et je vous dis immédiatement, sans pouvoir vous le démontrer aujourd'hui, que c'est une erreur. Hein, bon, cette impression-là. Hein, il n'est pas vrai que le fatalisme au sens des stoïciens ou de Spinoza ou de Nietzsche nous prive de cette ressource qui est la critique ou qui est la hiérarchisation. Hein, bon, c'est tellement vrai que Nietzsche dit, dans son Zarathustra, il imagine une étymologie tout à fait douteuse, mais peu importe. Il dit l'homme, anthropos en grec, anthropos ça vient d'un verbe qui veut dire évaluer. L'homme c'est l'animal qui évalue, c'est l'animal qui hiérarchise, c'est l'animal qui devant les réalités dit voilà ça c'est très bien, ça c'est un peu moins bien, ça c'est pas bien du tout. Bon, et cette évaluation, et on sait à quel point la notion de valeur sera centrale chez Nietzsche, elle est au cœur de sa philosophie, eh bien je sème cette petite graine dans vos cerveaux pour qu'elle prospère. Posez-vous la question de savoir comment un philosophe comme Nietzsche, qui est du côté des stoïciens et du côté de Spinoza, qui est donc un philosophe de la nécessité, qui pense que les choses ne peuvent pas être autres que ce qu'elles sont, comment ce philosophe a-t-il pu, sans se contredire, parce qu'il ne s'est pas contredit du tout, en tout cas sur ce point-là, maintenir un discours d'évaluation, un discours critique, et même aller plus loin en disant que c'est notre fonction fondamentale, celle d'évaluer justement. Sinon, on entre dans ce que Nietzsche a appelé le nihilisme, hein, bon, hein, où tout est équivalent, tout se vaut, hein, suivant une formule utilisée par certains philosophes contemporains. Si tout se vaut, rien ne vaut, ce qui est évidemment logiquement irréfutable. Hein, donc cet égalitarisme forcené dans lequel nous sommes aujourd'hui, hein, le nihilisme, Nietzsche s'est pas trompé, on patauge dedans. Hein, bon, tout se vaut, tout est égal, il n'y a pas des hommes et des femmes, il y a un sexe unique, etc. Le discours du genre, et j'en passe. Hein. Donc, une paire de bottes vaut Shakespeare, comme disait Finkielkraut, un tag dans un métro, ça vaut un Van Gogh, tout se vaut, donc rien ne vaut. Parce que si tout se vaut, rien ne vaut. Hein. La notion de valeur n'a de sens que si elle hiérarchise les choses. Hein. S'il y a des choses qui sont très bien, un peu moins bien, et pas bien du tout. Bon. Donc, l'homme, c'est cet animal qui évalue. Hein, bon. Et c'est au centre de la philosophie de Nietzsche. Donc, vous avez un philosophe qui est un philosophe de la nécessité, qui s'appelle Friedrich Nietzsche, qui n'a pas été gêné du tout par le fait de, je dirais, mettre au premier plan la notion d'évaluation. Bon, eh bien chez Spinoza, c'est tout à fait la même chose. Alors, je ne peux pas vous le montrer, ça, ni vous le démontrer encore moins, ça nous prendra du temps, mais en général, j'y arrive. Hein. Bon, je peinais un peu avec les étudiants là-dessus, mais j'y arrive, hein, bon, avec un peu de bonne volonté. Je crois qu'il y a... Mais effectivement, au premier regard, nous avons nécessairement cette impression. Je ne peux pas vous reprocher d'avoir cette impression. Bon, ce qui nous gêne dans ces philosophies, qui sont un peu marginales. Hein, bon, il est certain que pourquoi sont-elles marginales? Je crois que la réponse elle est extrêmement simple. Nous sommes dans une tradition, disons, judéo-chrétienne, pour employer des grands mots qui n'ont peut-être pas grand sens. Enfin, nous sommes marqués par le judaïsme et par le christianisme, nous sommes marqués par la thématique du péché originel, nous sommes marqués par la thèse du libre arbitre, hein, bon, et nous baignons dans ces philosophies qui nous disent ce qui fait la grandeur de l'homme, justement, c'est sa liberté, et en particulier sa liberté de jugement. L'homme, il a cette distance par rapport au réel qui lui permet de dire que le réel, certains aspects du réel ne sont pas ceux qu'ils devraient être. Bon.
Autrement dit, il y a de l'erreur, il y a du mal dans ce réel, il y a de l'imparfait dans ce réel. Hein, et nous sommes persuadés les uns et les autres, spontanément, enfin c'est pas spontané du tout en réalité, hein, c'est culturel, hein, et c'est engendré, et c'est éduqué, c'est pas inné du tout. Hein, bon, je pense pas que les enfants soient dans cette vision-là, hein, avant de recevoir vraiment un formatage. Hein, bon. Mais nous sommes dans ce schéma, et lorsque effectivement nous rencontrons d'autres philosophies plus marginales qui sont aux antipodes de tout ça, encore une fois j'en cite 3, il y en a quelques autres, mais c'est les 3 grandes, ce sont les stoïciens dans l'Antiquité, Marc Aurèle, Épictète, les stoïciens romains en particulier, bon, mais il y avait déjà eu les Grecs, c'est Spinoza et ce sera Nietzsche au XIXe siècle. Nous sommes effectivement très gênés parce que nous avons l'impression que nous nous dépouillons d'une faculté majeure et que du même coup c'est toute la morale qui s'écroule. Que reste-t-il de cette morale si je ne peux pas juger, si je ne peux pas condamner, si je ne peux pas dénoncer, si je ne peux pas dénoncer les horreurs individuelles et collectives, si je ne peux pas dire que la Shoah c'est une monstruosité qui n'aurait jamais dû se produire, bon, que reste-t-il de notre humanité, hein? Est-ce que nous n'abandonnons pas notre privilège humain de pouvoir effectivement trier dans tout ce qui nous arrive et dans ce que nous observons entre ce qui est bien et ce qui est mal, etc. Voilà. Donc, oui. Est-ce que, par rapport à ces 2 types de déterminisme, oui, celui de Spinoza et celui de Nietzsche, la vraie problématique, c'est pas la différence qu'il faut entre le libre arbitre et la liberté. Oui. Parce que dans les 2 cas, c'est une forme de collusion entre 2 nécessités. Tout à fait. Nécessité extérieure et nécessité intérieure. C'est tout à fait vrai ça. Et dans ce cas-là, est-ce que le déterminisme, je préfère appeler ça déterminisme que fatalisme. Dans ce cas-là, le déterminisme peut-il être découpé en tranches? Je veux dire, si le déterminisme est imparfait, est-ce que c'est du vrai déterminisme? Voilà, d'accord, je comprends très bien. Effectivement, vous avez raison. Alors, on va aller dans cette direction, si vous voulez. Bon, oublions le fatalisme qui est délicat, qui est un mot, encore une fois, un peu valise, dans lequel on met des choses très différentes. Venons-en à retenons l'idée de déterminisme. Hein, retenons l'idée, et là on arrive à des interrogations philosophiques majeures qui ont traversé les 4 derniers siècles, en Europe en tout cas. Bon. Nous sommes, et c'est là notre contradiction, parce que je viens de vous dire, alors merci de me tendre cette perche, parce qu'elle est tout à fait utile. Bon. D'un côté, nous avons, et Kant est passé par là, hein, précisément, hein, il est exactement dans cette problématique. D'un côté, nous avons une morale qui nous dit il est impératif que nous ayons un libre arbitre qui nous permette de juger, c'est-à-dire de dénoncer, c'est-à-dire de critiquer, c'est-à-dire de dire que monsieur un tel n'aurait pas dû accomplir l'acte qu'il a accompli, c'est un épouvantable serial killer, ça ne devrait pas exister, etc., etc. Mais de l'autre, et je vous remercie d'introduire ce mot majeur de déterminisme, nous avons des sciences qui sont quand même pas rien dans notre civilisation, qui se sont développées depuis 4 siècles et qui sont tout entières dans l'idée de déterminisme, c'est-à-dire effectivement qu'il y a des enchaînements de causes et d'effets qui font que, à l'instant T, n'importe quel objet du monde ne peut pas se comporter autrement qu'il se comporte, qu'il s'agisse d'un caillou, de la Lune, de la planète Mars, des grenouilles ou des humains, parce que nous sommes des phénomènes, comme dira Kant, dans la nature, des objets parmi les objets, et on ne voit pas pourquoi ces objets échapperaient au déterminisme. Et c'est tellement vrai que, après avoir étudié la Lune, la planète Mars et les grenouilles, on s'est mis à étudier quoi? L'homme. Il y a eu les sciences humaines, c'est-à-dire que ce discours déterministe qu'on avait appliqué aux objets extérieurs, on s'est dit à un moment donné, il faut être quand même un peu cohérent, il y a un objet qui est intéressant, sur lequel il faudrait se pencher, il s'appelle l'homme. Bon, et cet objet, on va l'étudier comme on a étudié la Lune, la planète Mars et les grenouilles. Et ça a marché. Et ça ne pouvait pas ne pas marcher. Hein. Bon, l'homme est un objet étudiable. Sinon, il faut interdire les sciences humaines, il faut interdire les neurosciences, il faut interdire tous les discours qui essayent de montrer
hein, suivant la formule de Spinoza, effectivement, pourquoi nous sommes déterminés à accomplir telle action, et qui nous dit que la liberté, c'est l'illusion, c'est l'ignorance des causes qui nous déterminent. Je me crois libre parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, mon système neuronal, mon système hormonal, le poids de l'enfance et de l'éducation, et donc je crois que c'est moi qui décide d'aller là ou là, je décide de rien du tout. Bon. Donc, vous voyez, le grand problème, il est là. C'est-à-dire que, et là, Kant a joué un rôle évidemment important au XVIIIe siècle. Il a essayé, à mon avis, il a échoué, hein, mais il a eu le mérite d'essayer. Il a essayé de bâtir un système philosophique qui permette de sauver les deux approches, justement, à propos de l'homme, parce que c'est ça qui est intéressant. Hein, bon. Autrement dit, si vous voulez, Kant a compris au XVIIIe siècle qu'on était dans une impasse absolument tragique. Bon, nous avons une science qui est omnipotente, qui réussit merveilleusement, qui explique de mieux en mieux tout ce que nous observons, et cette science est en train de s'attaquer à l'objet homme. Hein. Alors soit on le lui interdit, on aurait pu imaginer, hein, une sorte de diktat religieux, hein, on le trouve dans certains récits de science-fiction justement que j'évoque dans mon livre, hein, on peut imaginer un diktat religieux disant: messieurs les savants, vous avez le droit d'étudier les cailloux, les grenouilles, la planète Mars, l'homme on ne touche pas de science de l'homme. Bon, hein, l'homme est un objet sacré qu'on considère libre, il n'est pas question que vous étudiez l'homme. Bon, on n'a pas fait ce choix, hein, bon, c'est pas ce choix qui a été fait. Hein, bon. On a très logiquement pris comme objet l'humain. Hein, bon. Et j'ai presque envie de dire que c'est l'objet qui a été le plus étudié depuis 2 siècles. Hein. Bon. Regardez les budgets qui sont consacrés à l'étude du corps humain, du cerveau humain, les budgets consacrés à la psychologie, à la sociologie, aux sciences humaines. Bon, c'est l'objet qui nous intéresse le plus. Bon, et c'est pas scandaleux, on le comprend aisément. Bon, autrement dit, ces méthodes qui nous avaient permis ces prouesses, enfin on comprend comment ça fonctionne le système solaire et pourquoi il y a des éclipses de temps en temps, on n'y comprenait rien. Hein, bon, enfin on comprend tout ça devient transparent, enfin on comprend ce qui se passe quand une boule de billard en heurte une autre et la met en mouvement, bon, tout devient lumineux. Bon, comment voulez-vous que les hommes puissent renoncer à appliquer ces merveilleuses méthodes qui ont montré leur puissance? Comment voulez-vous que les hommes ne décident pas de les appliquer à eux-mêmes? Non. Autrement dit, vous voyez, on est entre Charybde et Scylla. Hein, bon, si, comme tout à l'heure je le faisais avant la belle intervention que nous avons entendue, si je tiens un discours moral, j'ai l'impression que les philosophies de la nécessité sont monstrueuses et qu'il faut vraiment se détacher de ces philosophies qui font s'écrouler la morale. Mais si je tiens un discours scientifique et déterministe, c'est tout l'inverse. J'ai envie de dire, effectivement, il n'y a aucune raison de penser que l'homme est un objet parmi les objets, déterminé comme tous les autres objets. Hein. Alors il a une conscience, mais que devient effectivement cette conscience dans ces philosophies déterministes? Elle devient un petit miroir. C'est Marx qui faisait partie de ces déterministes radicaux qui a donné cette image. Hein. Bon, la conscience, effectivement, ne décide rien, elle enregistre. Nous avons en nous un petit miroir, bon, qui, lorsqu'on se lève, sait qu'on se lève et photographie le fait de se lever, mais c'est pas ça qui fait qu'on se lève. Hein. Bon, je lève mon bras et à l'instant où je lève mon bras, il y a un appareil enregistreur qui me dit que je lève mon bras. Donc la conscience, c'est ce qu'on appelle la théorie épiphénoméniste de la conscience. La conscience est un simple épiphénomène, c'est un enregistreur. Hein. Nous avons en nous un enregistreur, hein, qui effectivement, alors c'est pas neutre, c'est pas indifférent, il est important cet enregistreur, hein, puisque cet enregistreur, on peut considérer, et là on entre dans un discours très subtil, on peut considérer que parce que nous avons cet enregistreur lui-même va devenir une cause. On est d'accord? C'est-à-dire que le fait que je sais que je lève mon bras va devenir une nouvelle cause dans les fois suivantes où je vais lever mon bras. Bon, autrement dit, c'est là la limite du discours qu'on appelle épiphénoméniste. Hein, pardonnez-moi d'employer des termes un peu compliqués, mais on n'a pas mieux en philosophie. Hein, c'est ce que Marx a mal compris, parce que là il est passé à côté à mon avis, hein, pas que de ça d'ailleurs. Bon, mais en particulier de cette dimension philosophique. Il n'est pas très sérieux de dire que l'homme a une boîte enregistreuse et de faire comme si cette boîte enregistreuse ne jouait aucun rôle et qu'elle restait un miroir jusqu'à la fin des temps. Non, le fait d'avoir une boîte enregistreuse, c'est une cause qui va modifier nos conduites. Bon.
Et les informaticiens sont en train de le vérifier aujourd'hui. Hein, un robot auquel je donne, non pas une conscience, le mot serait excessif, mais un robot auquel je permets de savoir ce qu'il est en train de faire à l'instant où il est en train de le faire, et ça existe, ça, c'est ce qu'on est en train de fabriquer. Eh bien, ce robot, il est capable d'actions dont sont tout à fait incapables les robots qui n'ont pas ce programme de conscientisation, hein, de regard sur soi, si vous voulez. Hein. Bon. Donc, autrement dit, là, la théorie de la conscience qu'on a chez Marx ou chez d'autres est très, très faible, très fragile, très contradictoire. Bon. Justement, pour réfuter le libre arbitre, ces philosophes ont repris l'idée spinoziste, hein, que la conscience est simplement un miroir. Hein. Bon. Elle est simplement un miroir. Oui, mais attention, avoir ce miroir en soi, ça modifie beaucoup de choses. Hein, bon. Ça modifie beaucoup de choses. À l'instant T, ça ne modifie pas ma conduite, mais à l'instant T plus 1, ça la modifie. Parce qu'à l'instant T plus 1, je vais agir avec le souvenir du miroir de l'instant T moins 1. Ça existe chez les animaux, oui, alors il y a un embryon de ça. Il y a des degrés. On est tout à fait d'accord, là, je schématise, si vous voulez, pour simplifier les choses. Voilà. Donc, ceci pour vous dire, hein, je termine par rapport à la question qui a été posée, qui est essentielle. Si effectivement, au lieu de parler de fatalisme, je parle de déterminisme, la balance va pencher justement cette fois du côté des philosophies de la nécessité. Elles sont plus cohérentes, elles sont logiques, ces philosophies. Hein, bon. Ces philosophies, elles prennent en compte ce que les sciences sont en train de mettre à jour, à savoir que l'homme n'est pas une exception du tout. Bon. Plus nous comprenons l'homme, mieux nous l'expliquons, hein, mieux nous décrivons des lois de sa conduite, hein, bon, et mieux nous sommes capables effectivement de repérer les chaînes causales. Bon, et bien sûr, et Kant est le premier à avoir compris la difficulté. Est-ce qu'on a tiré les conséquences, je dirais, morales de cela? Apparemment pas. Hein, bon, apparemment pas. Bon. Alors Kant a essayé de bâtir, je m'arrête 30 secondes sur Kant, hein, il a essayé de bâtir un système philosophique qui permet de tenir les deux bouts de la chaîne. Bon. Il faut que je puisse regarder l'homme d'un côté comme un objet déterminé, hein, et de l'autre comme un sujet libre. Et Kant a dressé un mur de Berlin, hein, entre les deux perspectives. Quand je suis savant, je regarde l'homme comme un objet déterminé, et c'est très bien, j'ai raison, et on ne doit pas m'embêter. Hein, j'ai le droit de me lancer dans des études qui montrent à quel point le comportement, aussi bien individuel que collectif, hein, bon, une explication socio-historique du nazisme, en fait, une nécessité, hein, qui devait arriver après la crise, après le traité de Versailles, après la crise de 29, après l'antisémitisme qui régnait en Allemagne le 19e, eh ben, il y a le nazisme qui apparaît, hein, et il ne pouvait pas ne pas apparaître. Bon, donc j'ai un discours déterministe, hein, qui effectivement explique, hein, les choses, les rend intelligibles, me permettent de comprendre comment elles sont apparues et comment elles ne pouvaient pas ne pas apparaître. Hein, bon. Mais du même coup, effectivement, j'en tire pas forcément les conséquences morales. Hein, bon. Donc Kant nous dit, bon, il faut, voilà, quand je passe à la morale, j'oublie la science. Vous avez un texte magnifique de Kant, hein, qui dit, dans un tribunal, parce qu'effectivement il y a aussi tout le problème du jugement, cette fois juridique, du jugement pénal. Hein, bon, il y a un magnifique texte de Kant que j'ai étudié 50 fois avec mes étudiants, dans la métaphysique des mœurs à la fin de sa vie, où il dit, ce criminel dont on me dit que sa conduite est le résultat d'une enfance difficile, d'une mauvaise éducation, tout ça est parfaitement exact, il n'empêche que à l'intérieur du tribunal, je fais comme s'il avait été, j'efface, hein, quant à cette formule assez extraordinaire, l'homme libre n'a pas de passé. Bon. Ça veut dire quoi? Bien sûr qu'il a un passé, oui, mais je fais comme s'il n'avait pas de passé. Hein, bon. C'est-à-dire, c'est une fiction. Hein, c'est une fiction. J'avais entendu une remarquable conférence il y a une quinzaine d'années d'un brillant juriste qui était prof à l'ENA, qu'on avait invité devant les étudiants de prépa, et qui avait admirablement montré le côté fictif du droit. Hein. Le droit, c'est une fiction. Bon. Le droit est bâti sur toute une série de fictions. La fiction de l'identité. Hein. Bon, je suis le même que celui qui a signé, hein, le contrat 10 ans auparavant. Non, je ne suis pas le même, mais pour le juriste, oui. Hein. Bon, si j'arrive devant mon banquier en disant « je est un autre hein, », comme disait Rimbaud, hein, c'est pas moi qui ai signé, hein, non, je ne paye pas, « je est un autre ». Bon, ça devient difficile, hein, déjà qu'ils ont des problèmes, les banques. Bon, non, « je » est le même « je », mais c'est
une fiction, on sait bien que c'est une fiction. Jeu qui a signé il y a 10 ans et le jeu qui aujourd'hui rembourse ses traites, il n'y a pas de problème, on ne transige pas là-dessus. Fiction de l'identité, bon. Fiction de la liberté. Bon. Je fais comme si ce criminel à l'instant T, j'ai beau... Alors c'est presque intenable cette position de Kant, elle est très belle, moi j'ai une grande tendresse pour Kant, parce que c'est un immense philosophe, mais il faut bien reconnaître qu'il nous met dans une situation que j'appellerais moi schizophrénique. On ne peut pas, c'est pas possible de tenir le bout de la chaîne. Le magistrat qui juge un criminel sait bien qu'il y a des discours neuroscientifiques, neurologiques, psychologiques, psychanalytiques qui expliquent pourquoi cet individu a fait ce qu'il a fait à l'instant T. Bon. Et je le punis quand même, parce qu'il faut punir. Alors Nietzsche ira un peu plus loin en disant on a inventé la liberté pour punir. La liberté, c'est une invention destinée à la punition. On veut punir, parce qu'on a une sorte de cruauté en nous qui fait qu'on adore la punition. Et donc pour punir, on a inventé ce fantasme de libre arbitre qui nous donne bonne conscience. Bon. Donc Kant est très remarquable effectivement là-dessus, mais il a essayé de nous faire passer d'un système à l'autre sans qu'on soit trop perturbé. Je suis savant, je traite l'homme en objet, je suis juriste, je suis moraliste, je traite l'homme en sujet libre. Et il ne faut pas que les deux plans se mélangent. Bon, Kant est extrêmement attentif au fait que ça ne doit surtout pas se mélanger. Sinon c'est catastrophique. C'est pour ça qu'on a commis une erreur grave quand on a fait pénétrer dans les tribunaux les biologistes. Attendez, il faut être sérieux. Si le criminel est criminel parce qu'il a un chromosome de trop, il ne faut pas le punir. Il faut soit le traiter en objet qui a un chromosome de trop, en grenouille, soit le traiter en sujet libre. On peut pas le traiter. Bon. Donc on a commis une erreur grave quand on a fait pénétrer des scientifiques ou des sociologues ou des psychologues dans les tribunaux. C'est une erreur gravissime d'un point de vue. Et Kant l'avait annoncé cette erreur, en disant attention, ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. Bon, je prends un dernier exemple. Allez, je vous donne la parole, je prends un dernier exemple. La politique, je vous l'avais donné il y a quelques années. Bon. On a des statisticiens, des sociologues remarquables, qui vous permettent le soir des présidentielles à 20h, alors qu'on a dépouillé 1200 bulletins, de vous dire Hollande est président de la République. Bon, alors moi je vous pose la question suivante. Pourquoi on embête les Français à voter? Mais pourquoi on les embête? On a les moyens de savoir qui est président en interrogeant 1000 personnes. Qu'est-ce qu'on embête les gens à aller se déplacer? Bon, mais si demain on vous dit on supprime le suffrage universel, c'est la Sofresse qui vous donne le nom du président, je pense que vous ne serez pas content, moi non plus. Et moi je veux aller dans l'isoloir et déposer mon bulletin. Mais il y a des sociologues qui m'expliquent pourquoi je dépose ce bulletin et pas un autre. Donc moi j'avais inventé un joli sigle, j'avais dit dans un cours, nous sommes des OVI, des objets votants identifiés. Pas des OVI, nous sommes des OVI, des objets votants identifiés. Pour quelqu'un de la Sofresse, je ne suis pas un sujet libre, je suis un OVI. Et lui, c'est, bon, alors c'est pas individuel encore, mais peut-être ça deviendra individuel. Pour l'instant c'est statistique, c'est global. Mais on est capable effectivement de vous dire. Donc vous voyez, c'est deux plans, effectivement. Il y a le plan de la sociologie et de la politologie qui fait qu'on a des instruments remarquables aujourd'hui de prévision qui, vous l'avez remarqué, sont de plus en plus fiables. Bon, il y avait encore quelques petites erreurs, il y a 20 ans, 30 ans, il n'y en a plus d'erreurs. Bon, je vais vous faire une confidence, mais vous me connaissez, donc ça ne sera pas une révélation. J'ai quand même espéré jusqu'à la fin que Sarkozy gagnerait, mais non, c'est la sociologie qui a eu raison. On a annoncé Hollande qui gagnerait facilement, et puis Hollande a gagné facilement. Bon, mais c'est comme ça, il faut se rendre à l'évident. Bon, donc on a nos émotions, on a nos tendresses, on a nos choix politiques et idéologiques, mais reconnaissons que ça marche de mieux en mieux, et que ça marchera de mieux en mieux, et que effectivement le discours. Donc vous voyez qu'on est dans ce double. Donc je crois que ça c'est très important à retenir. Ça veut dire que la morale semble donner tort aux philosophies du déterminisme, et que la science, au contraire, leur donne complètement raison. Et qu'on est en porte-à-faux entre ces deux discours. Et ça, je ne dis pas que ce problème a une solution, attention. Je dis que ce problème, et nous sommes dedans depuis 3 ou 4 siècles. Et je dirais le bienheureux Descartes était passé un peu à côté de cette difficulté. Descartes nous considère un peu comme des sujets tout puissants qui regardons les choses. Descartes n'a pas perçu ce problème du tout. Bon, c'est à partir du moment où on a compris que ce discours déterministe s'appliquerait à l'homme-objet que les problèmes ont commencé à se développer. Alors attendez, il y a une question d'abord et après.
je vous ai fait perdre votre fil. J'en suis désolé. La prochaine fois, je vous ferai parler tout de suite. Ouais. Je trouve qu'il impose cette idée de devoir et tout ça quand même. Hein. C'est ça qui me... Oui, mais en même temps, on comprend. Enfin, moi, je dirais que je ne suis pas du tout kantien, mais je comprends l'approche de Kant. Kant a essayé de sauver, je crois que le mot n'est pas trop fort, de sauver ces deux discours dont nous avons l'impression qu'ils sont aussi nécessaires l'un que l'autre. Il y a une contradiction. Oui. Nous sommes dans une contradiction évidente. C'est une contradiction, on peut appeler les choses par leur nom. Bon, l'homme-objet, l'homme-sujet. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait pour supprimer une contradiction? Bon, il y a deux solutions pour supprimer une contradiction. La solution la plus simple, la plus expéditive, c'est je supprime un des deux termes de la contradiction. Bon. Ça s'est pratiqué en France en 1789. Il y a une contradiction entre la noblesse et le tiers-état. Je coupe la tête des nobles. Oh, il n'y a plus de contradiction. C'est beau. La contradiction a disparu. Il n'y a plus de nobles. Bon. Il y a aussi le fait qu'on se laisse abuser par les mots. Oui. Quand on dit science de l'homme, je trouve que c'est très joli. Mais science de l'homme, ça n'est pas la même chose que la biologie moléculaire. La psychologie, la sociologie sont peut-être qualifiés de sciences, Non, alors, le déterminisme qui existe dans ces aspects apparemment scientifiques vous avez raison. est tout à fait aléatoire. Non, vous avez entièrement raison. Ça laisse un peu espace de liberté. Pas trop, parce que moi j'évacue. Je vous ai parlé de psycho, de sociaux, oublions. Parlons de biologie, uniquement de biologie. Bon, nous avons un discours biologiste qui s'applique à l'homme comme à toutes les bestioles de la planète et qui est un discours déterministe. Et là, il n'est pas différent. Comment les étapes sont voilà. Mais ça ne donne pas l'élément qui est avant le comment. Même si la biologie je suis d'accord. peut analyser de façon... Mais là, on sort de la science pour entrer dans la philosophie. Sous-tend l'existence. Vous avez raison. Je vous prends un exemple que j'ai beaucoup aimé. Il y a un bouquin de Jeanne Euros que j'avais lu il y a quelques années, qui est un bon biologiste, qui s'appelait Le cerveau-machine. Je crois que je vous l'ai donné cet exemple plusieurs fois. Il y a 4 pages que j'ai trouvées somptueuses dans ce livre. Jeanne Euros me dit, j'interroge le biologiste. Et je lui demande qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je lève mon bras. Le biologiste, il a tout compris. Et il sait qu'il y a une zone motrice dans le cerveau qui met en mouvement une chaîne neuronale, etc., qui va arriver, donc c'est électrique, c'est chimique, on sait tout ça par cœur aujourd'hui. C'est si vrai qu'on est capable de vous planter un électrode de vous faire lever le bras. Avec surprise, vous voyez que votre bras monte alors que vous n'avez rien décidé du tout. Donc, de A à Z, tout est expliqué. En fait, non, dit Jeanne Euros, tout est expliqué de B à Z. Parce que j'ai quand même l'impression que c'est moi qui ai mis en mouvement la chaîne neuronale dans mon cerveau. Autrement dit, qu'est-ce qu'il y a avant le premier déclic neuronal dans mon cerveau? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même, Ou alors sinon, il faudrait qu'on m'explique. Et les savants rechignent légitimement à aller jusque-là, même Jean-Pierre Changeux, qui est pourtant un peu frappadin. Il faudrait que j'ai un discours scientifique qui me montre comment et pourquoi mon cerveau a été déterminé tel jour à telle heure à déclencher un mouvement qui a fait que mon bras se lève. Si on est déterministe jusqu'au bout, c'est cela. C'est-à-dire que le lever de mon bras remonte au Big Bang. Le lever de mon bras est inscrit dans une chaîne causale qui fait que mon objet cerveau est un objet déterminé et que dans cet objet cerveau, il s'est passé un événement, mais que cet événement, bien sûr, a des causes. C'est pas quelque chose de premier. Pour le biologiste, c'est premier, puisqu'il voit rien avant. Le biologiste, il va m'observer, il me filme avec sa caméra IRM, et il va voir que quelque chose se passe dans le cerveau, et ensuite, il suit la chaîne des causes. À partir de ce qui se passe dans la zone motrice du cerveau, il y a toute une série d'événements qu'il a parfaitement décrypté, ce biologiste, qui fait que mes muscles se tendent, d'autres se détendent, etc. Ça consomme du sucre, enfin on sait tout ça par cœur aujourd'hui, et qu'à l'arrivée mon bras se lève. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'instant T-1, avant ce début du mouvement dans le cerveau? Donc là vous avez 2 discours, 2 seules possibilités, il n'y en a pas 3. Soit effectivement
ce mouvement dans le cerveau est un effet par rapport à des causes, et encore une fois, je connais aucun savant qui a tenu ce genre de propos, qui ferait de nous vraiment des marionnettes pures et simples, puis on voit vraiment pas, au fond, quelle chaîne causale étrange aurait pu, parce que j'ai vraiment l'impression, là je lève mon bras gauche, maintenant je lève mon bras droit, maintenant je tape des mains, dire que pour dire que tout ça est déterminé depuis le Big Bang, il faut être quand même un peu solide dans sa tête. Donc voilà, ou bien je réintroduis l'âme, je réintroduis une capacité de mise en mouvement de mon corps, mais alors je redeviens dualiste. Donc vous voyez que là, ça c'est ce qu'on verra quand on étudiera la suite de l'éthique. Il avait résolu le problème en disant au fond, le néant, il y a le néant, voilà. Et le néant débouche sur la liberté parce qu'on ne peut pas être autre chose que de la liberté. Sartre, c'est inconscient, je vous l'ai souvent dit les années précédentes. Pour moi, Sartre, d'abord je l'aime pas. J'ai le droit d'assumer mes goûts. Si on table sur le néant, c'est la liberté de l'homme qui ressort. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Je vous ai cité Kant. L'homme libre n'a pas de passé. Oui. C'est la définition de la néantisation sartrienne. Bien sûr qu'il a un passé, mais il fait comme s'il n'y en avait pas. À l'instant T, mon passé, je l'anéantis. C'est la doctrine sartrienne, vous avez tout à fait raison. C'est un ressuscité de Kant. Attendez, il faut appeler les choses par le nom. C'est un ressuscité de Kant. Justement, qui est Sartre? Sartre, c'est quelqu'un qui, au XXe siècle, s'apercevant effectivement que les sciences humaines, malgré le problème que le docteur a soulevé, qui est réel, bien sûr, ce problème, des sciences humaines, sciences de la nature, c'est un autre débat, je veux dire. Mais Sartre, c'est quelqu'un qui, effectivement, vit dans une époque où on voit la montée en puissance de la psychanalyse, de la sociologie, le début de la biologie, etc., et qui se dit, comment ça sort avec tout ça? Comment je sauve la liberté? Je vais sauver la liberté en introduisant la néantisation. Moi, j'ai une conscience qui est ce pouvoir extraordinaire de néantisation. Je réduis à zéro, ils existent ces facteurs, attention. Ils existent. J'ai la capacité d'anéantir le déterminisme qui me précède. C'est-à-dire de le réduire à zéro, de le supprimer en tant que force. La chaîne causale, elle est toujours là. Mais à l'instant T, j'anéantis tout cela, je prive tout cela de force. Et l'idée sartrienne, c'est qu'effectivement, une force n'est une force que si ma conscience décide de l'accepter en tant que force. Je vous rappelle les formules de l'existentialisme et de l'humanisme. Un comportement, ce n'est pas un acte. Le lâche se détermine à partir de son acte. Mais ça, c'est la liberté de l'homme, quand même. Oui, mais c'est un beau discours. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est du Kant. C'est pour ça que ça ne mérite pas l'admiration que certains ont eu. Sartre se rend compte de ce que Kant avait complètement compris 2 siècles auparavant, ou 1 siècle et demi. Il se rend compte qu'on est devant une impasse, effectivement, et qu'il se dit comment sauver cette liberté, effectivement. Et il reprend les chemins de Kant, parce qu'on n'en a pas trouvé d'autre chemin que celui de Kant, pour sauver ce qu'on croit être le libre arbitre, la liberté, donc la responsabilité, donc la dignité de l'homme, parce que si nous n'avons pas cette liberté, nous sommes des objets, on est cuit, on est des objets parmi les objets, c'est fini, on tombe de notre piédestal, c'est la chute, et vous avez toute la littérature aussi qui s'est engouffrée dans ce voilà, là on est devant des questions délicates. Donc, simplement, retenons que j'ai commencé par vous dire que la morale semble, je dirais, rendre impossible ou irrecevable le discours de la nécessité, le discours entre guillemets fataliste que j'ai appelé ainsi, de façon inadéquate, mais peu importe. Mais qu'en revanche, la science le renforce tous les jours. Tous les jours, Kant, dernier point sur Kant. La critique de la raison pure, c'est un pavé de 800 pages que personne n'a lu, ou alors ceux qui l'ont lu jusqu'au bout en sont morts. Donc personne n'a lu ça. Mais vers la fin des 800 pages, il y a un petit texte que j'ai lu parce qu'on m'avait dit qu'il fallait le lire. J'ai pas lu moi les 800 pages de la critique de la raison pure. Je vous rassure tout de suite, c'est pour ça que je suis bien portant devant vous. Donc vers la fin de la critique de la raison pure, vous avez quelques lignes où Kant dit: il est infiniment probable qu'un jour on puisse effectivement prévoir, comme je prévois les éclipses de lune, le comportement d'un être humain.
Hein. Il n'y a aucune raison de penser que ça puisse ne pas arriver. Quand on aura décrypté complètement son corps, alors il ne connaît pas encore les gènes, l'ADN, etc. Mais c'est ce qu'il dit. Hein. Lorsqu'on aura avancé considérablement sur le plan de la connaissance du corps, sur le plan de la psychologie, etc., lorsqu'on aura vraiment éclairé tout ça, eh bien, ce jour-là, on devrait être capable de prédire. Et Kant ajoute, ça ne changera rien à ma morale. Il faudra continuer à faire comme si l'homme était un sujet libre, alors même qu'on pourra prévoir, mais on est presque déjà là, comme j'ai dit tout à l'heure. On prévoit ma conduite d'OVI, d'objet votant à identifier, mais on me demande quand même d'aller voter. Bon, mais c'est vrai que moi je dis que c'est intenable jusqu'au bout, ça, parce qu'on est quand même, à un moment donné, il faut bien un peu... On a le même problème au fond en philosophie, un peu qu'en physique. Hein. Bon, en physique, on se dit qu'on a deux physiques, il y a un problème, il y a qu'un monde. Hein. Donc on a une physique macroscopique, on a une physique microscopique. Bon, on voudrait recoller les morceaux entre la physique quantique et la physique relativiste, personne n'y arrive, on s'acharne là-dessus. Bon, en philosophie, on a un peu le même problème. Hein. On a un discours de la liberté, un discours de la nécessité. Est-ce qu'on peut jusqu'au bout maintenir cette dualité? Moi, je ne suis pas convaincu. Hein. Bon, alors, soit effectivement, il y a la position kantienne et sartrienne, qui consiste à dire, laissons, mais qui est un peu, je dirais, un peu. Moi, je vois un peu d'incohérence dans tout ça, parce que à quoi ça sert au fond d'étudier l'homme si on continue à penser par ailleurs que c'est un sujet libre, on se fatigue pour rien. Bon. Là je comprends pas. Bon. J'étudie la Lune parce que ça me permet effectivement de prévoir, mais alors le problème de la prévision, Kant dit, même le jour où on pourra prévoir le comportement, on pensera, moi je vois pas comment, hein. Bon, moi si je suis capable demain de dire monsieur un tel jour à telle heure, ah ouais, l'homme nouveau, il va faire telle chose, et comment en même temps je peux considérer que c'est un sujet libre qui est à l'origine de son acte. Alors Kant a fait des efforts magnifiques, démesurés, hein, et je ne méprise pas cette tentative. Bon. Alors, autrement dit, si vous voulez, il y a la solution kantienne, qui est une façon au fond de mettre la liberté à l'abri de tous les discours déterministes, de façon que ces discours déterministes n'entravent pas le discours de la liberté. Il faut que ce soit deux discours totalement différents, totalement hétérogènes. Là, on est vraiment dans un autre dualisme encore, c'est la forme qu'a pris le dualisme dans ces philosophies. Soit, et ça me paraît beaucoup plus sain et beaucoup plus cohérent, mais c'est mon choix philosophique, je ne vous l'impose pas, mais je vous l'indique par honnêteté intellectuelle, soit on essaye de revisiter les philosophies de la nécessité, les stoïciens Spinoza et Nietzsche, en essayant de montrer comment ces philosophies ne rendent pas impossible la morale, le jugement, l'évaluation, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut redéfinir la liberté. C'est la même chose. Comment ? C'est la même chose. Ça, à l'arrivée, oui. À l'arrivée, oui. À ceci près. Non, mais vous avez raison. À l'arrivée, c'est la même chose. Mais le mérite de la position que je viens d'indiquer, c'est qu'elle prend à bras le corps tout le discours scientifique que Sartre balaye d'un coup de revers de main en disant oui, les savants ils peuvent travailler jusqu'à la fin des temps, ils vont nous montrer de mieux en mieux comment on est des objets terminés, mais ça fait rien. On continue à croire qu'on est des sujets. C'est joli, c'est gentil, mais ça pose quand même un problème. C'est même glorieux, pourquoi pas. C'est l'orgueil. Non. On veut. Mais en même temps, il en faut. Il en faut un peu, oui, d'accord. Comment faire naître un déterminisme absolu et qu'il y a une liberté que, en ce qui concerne Nietzsche, on essaie de dépasser par la volonté, et pour c'est pareil pour Marcus, la puissance de l'agir. Je veux dire, où il y a un déterminisme absolu, et il n'y a pas de liberté. Où il y a une liberté, il n'y a pas de déterminisme absolu. Voilà. Alors, attendez, je vais nuancer, je vais corriger un tout petit peu votre formulation. Où il y a un déterminisme absolu et il n'y a pas de libre arbitre, mais est-ce qu'il n'y a pas de liberté pour autant? Est-ce que la liberté, c'est uniquement le libre arbitre? Ou est-ce que la liberté, c'est une sorte
d'accompagnement que j'effectue au plus profond de moi sur le déterminisme. Hein, c'est qui était un peu la thèse des stoïciens. Hein, il faut, vous connaissez tous la formule d'Épithète qui est magnifique, il faut que, il dit, c'est important, on la massacre la formule, il faut vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent. Vouloir. Attention. Bon, il ne faut pas accepter. Il faut vouloir. Donc là, il y a encore une volonté. C'est-à-dire que j'accompagne. Comment ? Il faut que j'accompagne tout ce qui m'arrive. Non pas, et c'est là qu'on a caricaturé les philosophies qu'on appelle fatalistes, effectivement. Et si je n'ai pas des philosophies où les bras m'en tombent, de toute façon c'est comme ça, Inch'Allah, etc. Hein. Ça c'est le fatum mahométanum. Hein, bon. Ah oui, non, j'invente pas. Attendez, ne me traînez pas devant les tribunaux. Je cite Leibniz. Hein, bon. J'ai fait une conférence à Peresque il y a 2 mois, hein, où j'ai traité du fatalisme hein, chez Leibniz, Diderot et Spinoza. Hein, bon. Et Leibniz dit, il y a 3 fatum. Hein, il y a le fatum mahométanum. Hein, il y a le Inch'Allah. Bon, ça, il en rigole un peu. Bon, c'est pas le droit. Bon, et en général, c'est ça qu'on entend par fatalisme. Hein, bon, ben voilà, ça doit arriver. De toute façon, il faut accepter. Bon. Il y a le fatum stoicum, hein, le fatum des stoïciens, qui est très très différent. Hein, très très différent. Bon, et puis il y a le fatum christianum, dit-il. Hein, bon, c'est-à-dire la théologie qui a développé aussi ces interrogations. Voilà. Donc, la notion de fatalisme, bien sûr, en pluriel, hein, très, très, très complexe. Bon. Donc, il est certain qu'une façon peut-être d'échapper aux contradictions et aux perturbations intellectuelles, c'est de se dire, bon, il y a une conception de la liberté qui est très belle, mais au fond qui est très récente, hein, bon, qui est le libre arbitre, bon, qui apparaît véritablement avec Descartes, même si on peut trouver des antécédents chez Saint-Augustin. Bon, en tout cas, cette conception, elle est sans doute liée à la théologie. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Hein. Bon, elle est liée à la notion de faute. Et Nietzsche ne s'est pas trop trompé. Là, son éducation religieuse a servi. Bon, comment est-ce que je peux dire que Adam et Ève ont fait une faute, et une faute tragique, et un péché monumental, s'ils n'étaient pas dotés de libre arbitre? Donc, ils ont fait un acte qu'ils auraient pu ne pas faire. Voilà, et donc ça permet ensuite l'accusation, ça donne un sens au péché, à la faute, etc. Bon, mais ça c'est une tradition particulière, culturelle, religieuse, monothéiste. Bon, beaucoup d'autres civilisations n'ont pas eu besoin de cette vision des choses. Hein. Bon, donc on a une idée qui est occidentale et à laquelle on est attaché et légitimement, c'est notre identité peut-être, bon, qui est cette idée de libre arbitre, de responsabilité. Vous avez parlé de grandeur tout à l'heure, vous avez raison, il y a une grandeur et un orgueil. On ne veut pas être des objets parmi les objets. Hein. On a cette fierté d'être des sujets libres à l'origine de nos actes, etc. Mais la science est là en train de nous dire tous les matins le contraire. Mais pourtant, la liberté entière ne peut pas exister chez l'homme. Elle ne peut être que dans la substance, puisque nous n'avons que 2 attributs. Au départ, on a le péché obligé, on a le manque. Donc, oui, au départ, on est jamais, quoi. C'est bouché. On ne peut utiliser un libre arbitre que relatif. Voilà. Mais là, vous êtes trop spinoziste pour que je vous réponde. Donc, Est-ce qu'il n'y a pas une gêne de base dans le déterminisme qui s'applique à l'homme? Est-ce que le déterminisme n'implique pas une stabilité de l'état de l'homme et son comportement? Or, on sait tous, en étudiant l'histoire, que l'homme, il a varié dans sa mentalité, et ainsi de suite. Donc, le déterminisme, est-ce qu'il est éternel? Bon, alors, vous rejoignez... C'est pourquoi l'homme nouveau? Ben, vous êtes en train de reformuler de façon très précise ce que j'indiquais tout à l'heure, à savoir, qu'est-ce qui peut modifier les choses? C'est le miroir. Hein, bon. C'est le fait que nous savons par quel déterminisme nous sommes passés. Alors, ou bien, comme les déterminismes radicaux, comme Marx, qui se sont d'ailleurs emmêlés les pinceaux à un moment donné, parce que à un moment donné, on entre aussi dans des contradictions avec ce discours, hein, parce qu'on entre dans des problèmes au fond d'autoréférence, hein, qui sont épouvantables, que Nietzsche a parfaitement relevé, qu'il a essayé de résoudre. Nietzsche dit dans un très beau passage du Maître humain, si je suis déterministe, au fond, ou fataliste, ou philosophe de la nécessité, je suis obligé de vous dire que si je vous dis que tout est nécessaire, je suis déterminé à vous dire que tout est nécessaire.
c'est-à-dire que mon discours est lui-même nécessaire. Et si je vous dis que je suis libre, je suis déterminé à vous dire que je suis libre. Donc les deux discours, finalement, s'anéantissent tous les deux. Hein, on n'a plus ce recul possible, auquel on tient beaucoup, hein, parce que c'est ce qu'on appelle un problème d'autoréférence en logique. Hein. Bon, je mens toujours. Est-ce que je mens toujours quand je dis je mens toujours? Bon, je vous dis tout est nécessaire, mais si j'applique cette formule à mon propre discours, ou alors je m'en extrais de mon propre discours. C'est une l'attitude un peu simplette qu'ont utilisé certains philosophes. Je vous dis que tout est nécessaire, mais moi qui vous dis que tout est nécessaire, je ne suis pas dans la nécessité. Hein, je suis un spectateur extérieur au monde, hein, comme les savants ont fait à un moment donné, hein, avant Einstein, hein, on se met en spectateur extérieur. Là, les problèmes sont réglés, effectivement. Hein, on se met en pur esprit contemplant. Moi, je vous dis que tout est nécessaire, mais je suis en dehors de ce monde de la nécessité. Bon, mais si on est cohérent, on dit, mais moi qui vous dis que tout est nécessaire, je suis dans la nécessité. Hein, bon. Et donc, je vous dis tout est nécessaire, mais du même coup, je suis dans l'obligation de vous dire ça, je ne peux pas vous dire autre chose. Donc mon discours a plus grande valeur. Il ne vaut pas mieux que celui qui dit que l'homme est libre. Ah bon. Un individu qui vous dit que l'homme est déterminé, un autre vous dit l'homme est nécessaire, et l'homme est libre, tous les deux sont déterminés à vous dire ça. Donc que valent ces discours? On n'a plus d'aucun recul possible. Donc le problème d'autoréférence. Bon. Ce qui amène Marcel Conche à défendre l'idée de libre arbitre en disant si nous n'accordons pas à l'homme cette capacité effectivement et ce qui est de très original chez Marcel Conche, c'est que d'habitude la liberté on l'introduit dans le domaine pratique, hein, comme Kant l'a fait, hein, j'ai besoin de liberté pour agir, pour qu'il y ait des tribunaux, etc. Bon. Alors que Marcel Conche, lui, va introduire la liberté au niveau théorique. Il est le seul à faire ça, hein, c'est assez original. Bon. Marcel Conche dit, si je ne suppose pas que l'homme est libre de ses paroles, qu'au moment où il parle, rien ne le contraint à dire ce qu'il dit, on devient fou. Il n'y a plus de discours rationnel possible. La liberté serait pour Marcel Conche une condition de la rationalité. Parce qu'effectivement, pourquoi on va s'écouter les uns les autres? Bon. Si vous me dites, il y a un d'entre vous qui me dit l'homme est déterminé, mais moi je sais qu'il est déterminé à me dire l'homme est déterminé, donc je m'en fous de son discours, ne m'intéresse pas. L'autre il me dit l'homme est libre, il est déterminé à dire, tous les discours s'anéantissent dans une absence de signification. Et moi qui suis amené à dire que ces deux discours se valent, je suis moi-même déterminé à dire que ces discours se valent. Donc attendez, la tête tourne là. Hein, bon, hein. Et donc effectivement cette position, ça je résume ainsi un très beau livre de Marcel Conche qui s'appelle Le fondement de la morale, hein, qui est magnifique et qui dit au fond la preuve de la liberté c'est qu'on s'écoute les uns les autres. Hein, ça c'est très original comme tu vois, du coup je vous présente l'anti-Spinoza aujourd'hui, oui c'est pas grave, hein, mais c'est votre faute, c'est à cause de vos magnifiques questions. Donc Marcel Conche c'est quelqu'un qui vous dit effectivement je regarde les hommes et je constate qu'indépendamment de leur culture, de leur niveau d'éducation, ils s'écoutent. Le discours de l'autre m'intéresse. Et pourquoi? Et je lui réponds, si on a une langue commune, bien sûr, un problème de diversité des langues. Pourquoi j'écoute les autres? Et Marcel Conche prend l'exemple du perroquet. Vous rentrez chez un voisin, il y a Coco qui dit il pleut. Et vous regardez par la fenêtre, il fait beau. Est-ce que le perroquet ment? Marcel Conche dit ben non, il ment pas. Il dit il pleut parce qu'on l'a habitué. Le lendemain vous arrivez et le perroquet Coco va dire il pleut et il pleut. Est-ce qu'il dit la vérité? Ben non, il ne dit pas la vérité. Il n'est pas capable. Alors il emploie, pour une fois, il fait le snob, mon ami Marcel, il emploie une expression latine, il dit l'homme est capax veritatis, capable de tenir un discours vrai, sous-entendu aussi un discours faux. J'ai un ami qui est au bord du trépas, à l'hôpital, je lui dis il fait un temps superbe dehors pour lui remonter le moral alors qu'il neige et qu'il fait moins 10. Je suis capable de mentir, je suis capable de tenir un discours faux. Et pour ça, il faut être libre. Ça veut dire qu'effectivement, la situation, la pluie ou le beau temps, ne détermine pas mon discours,
Hein. Quand je dis il fait beau, c'est parce que j'ai regardé le temps et que j'énonce un jugement que je pourrais ne pas énoncer, parce que je suis capable de dire le contraire. Très important, la possibilité du mensonge, essentielle. Hein. Bon, je peux dire la vérité parce que je peux mentir, et je peux mentir parce que je peux dire la vérité. Hein. Bon, c'est donc cette... Alors Marcel Conche voit dans cette je dirais, dans cette autonomie du discours, la preuve de la liberté. Et la preuve des preuves, c'est qu'on s'écoute. J'écoute pas Coco. Bon. Oui, mais c'est mon émotion qui détermine là mon mensonge. Alors, c'est ce que dit Spinoza, c'est-à-dire là, bon, moi, je dis pas que vous avez tort. Vous réintroduisez un discours déterminé. Là, je vous présente une position originale que je partage pas, et on se bat depuis 10 ans avec Marcel depuis que je le connais, hein, et comme il est têtu et que moi aussi, aucun des deux ne convaincra jamais l'autre, et c'est tout à fait charmant d'ailleurs. Mais vous avez entièrement, je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, je suis beaucoup plus proche de votre position que celle de Marcel Conche. Mais je vous ai présenté la thèse de Marcel Conche parce qu'elle est assez originale, si vous voulez. Bon, on a un autre discours que celui de Kant. Bon, Kant est un discours moralisant avec un côté un peu pénible que vous avez signalé, le devoir, etc. Bon, côté rigoriste. Bon, donc Kant, il veut sauver, il veut qu'il y ait des tribunaux, il veut qu'il y ait de la punition, et il veut qu'il y ait de la responsabilité. Bon, Marcel Conche a ceci de très original qu'il a situé la liberté non pas dans l'action, mais dans le discours. Dans le discours et dans l'intersubjectivité. Hein, bon. On se parle et on s'écoute. Et on se reprend et on dit tu as tort de dire ça, de penser comme ça, etc. Est-ce que je vais dire à Coco, tu as tort Coco, non, il pleut pas, regarde, il dit, je sais bien pourquoi il dit il pleut, et pourquoi vous faites pas pareil par rapport à votre voisin? Donc ça veut dire que vous ne croyez pas au déterminisme, dit Marcel Conche. Hein. Bon, si vous pensez que votre voisin dit que Van Gogh c'est nul parce que c'est son éducation, c'est son patrimoine génétique qui l'amène à dire Van Gogh c'est nul, vous ne fatiguez pas à discuter avec lui, hein. On va dire, voilà, vous lui accordez pas plus d'importance qu'au perroquet, vous lui accordez donc nous écoutons plus. Pourquoi est-ce qu'on s'écoute? Dans le discours, c'est quand même moins solide que la liberté dans l'action. Pour Marcel Conche, non, hein, parce que la liberté dans l'action, elle pose problème. Hein, bon, la science, Marcel Conche pense avoir trouvé, à mon avis c'est trompé, mais ça fait rien, c'est beau quand même. Il pense avoir trouvé, d'où le titre de son livre, le fondement de la morale. Hein. Il pense qu'il a trouvé une sorte de, non pas de preuve, il est suffisamment érudit et il a suffisamment lu Kant et les autres pour savoir que bien sûr qu'il n'y aura jamais de preuve de la liberté, mais il pense avoir trouvé une sorte d'indice de la liberté qui est quasiment irréfutable. Hein. Et il la trouve dans le discours, justement. Dans l'action, on peut discuter jusqu'à la fin des temps. J'ai un neurologue devant moi, il va me dire que nous sommes des hommes neuronaux, comme Jean-Pierre Changeux, on ne va pas s'en sortir. Hein. Bon, il va me sortir les chromosomes, le ci, le là. Mais l'argument de Marcel Conche, il faut le reconnaître, est quand même solide. Hein. Bon. Oui. C'est-à-dire, nous parlons, nous nous écoutons. Ce qui est rare, c'est les gens qui s'écoutent. Alors, on s'écoute quand même un peu, si. Alors, vous avez raison, on peut introduire toute la dimension psychologique. Vous avez raison de dire ça. Bon, vous avez raison. Ça, c'est un argument, si vous voulez, je dirais, psychologique, qui fait qu'on s'écoute rarement. Vous avez sans doute raison. Hein, on est dans son propre discours. Le discours de l'autre, en fait, c'est un simple déclic pour que je continue le mien. Donc, c'est pas faux ce que vous dites là. Mais Marcel Conche, je situe à un niveau un peu plus élémentaire que ça. Il pense quand même que j'accorde un peu d'attention à ce que me dit l'autre. Hein, et au fond, il me dit, cette attention que je lui accorde, elle est bien la preuve que je mets de la liberté dans son propos, encore une fois. Sinon, je ne l'écouterai pas du tout. Je ne l'écouterai pas du tout. Quand un scientifique trouve quelque chose, il faut bien qu'il convainque l'autre. Donc nous écoutons. Ça c'est tout à fait important. Non, l'écoute elle n'est pas aussi absente que ça. Bon, elle est dans la science elle-même, elle a tout à fait raison. Je viens de faire le petit compte rendu du bouquin là, sur le site Trop Libre dont je vous ai parlé. Je viens de terminer, je l'ai envoyé hier soir, le compte rendu du livre de Stengers. Stengers, c'est celle qui avait écrit La Nouvelle Alliance avec Prigogine, hein, qui est un livre dont on avait énormément parlé. Hein. Elle vient de sortir un petit bouquin qui s'appelle Changer la science. Changer la science est possible. Il est possible de changer la science, point d'exclamation. Et elle évoque ce que vous venez de dire, hein, à savoir effectivement, il est très important pour les savants, non pas simplement de faire une découverte, mais d'avoir l'approbation de ceux qui relisent leurs articles, de leurs pairs, etc. Bon, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de communication dans la science. Hein, bon, et là je reviens un instant à Kant, il y a une très belle idée aussi. Kant dit un mathématicien sur une île déserte qui ferait une superbe démonstration qu'il ne pourrait montrer à personne,
il n'arriverait jamais à la même certitude qu'un mathématicien qui échange avec d'autres et qui, et c'est pas faux, hein, et il n'arriverait jamais à la certitude. Hein. Donc c'est vraiment l'échange, même les sciences dures, hein, qui au fond sembleraient ne pas avoir besoin de cette approbation. Hein. J'ai fait un raisonnement parfait, bon, là, je l'ai revisité 25 fois, je sais qu'il n'y a pas de faille dans mon raisonnement mathématique, bon, j'ai besoin de l'approbation de personne. Bon, ben moi j'ai observé dans ma vie d'enseignant que les profs qui se parlent le plus entre eux, ce sont les profs de maths. Ça m'a marqué énormément, ça. Ah oui, les profs de philo, ils se parlent pas. Hein. Ils donnent raison à madame, ils s'écoutent pas. Hein. Ils sont chacun dans leur bulle. Je m'en fous complètement de ce que fait l'autre. Les profs de maths, ils passent leur temps à se parler, à se montrer leurs exercices. Ça m'a beaucoup marqué. Ils se montrent leurs exercices, ils se montrent les copies. Ça m'a beaucoup marqué, ça. Et c'est pas ce qu'on attendrait. On penserait que c'est l'inverse, effectivement. Que les philosophes sont un peu inquiets, donc ils vont essayer de trouver une sorte d'approbation chez le collègue. Non, ça, ils sont dans leur bulle. Hein. Alors que les profs de maths, c'est vraiment des profs qui se parlent énormément. Moi j'ai constaté ça dans toute ma carrière. Ils échangent leurs exercices, ils échangent des démonstrations. Oui, il n'y a pas de discussion, enfin, il y a moins de discussion possible aussi sur l'échange de l'exercice. Qu'avec une idée. Eh ben oui, on pensait ça. Une idée, mais si c'était totalement vrai ce que vous dites, il y aurait plus de dialogue entre profs de philo qu'entre profs de maths. Or c'est l'inverse. Oui, c'est vrai. Ça m'a beaucoup étonné tout au long de ma carrière. Donc ça donne raison à Kant. Il y a celui qui fait la démonstration tout seul dans son coin, il garde un doute. Hein. L'échange est fondamental. En fait, vous avez démontré qu'il faudrait que vous passiez tout le 3e trimestre à nous parler de la liberté. Une prochaine année. Hein. Alors, pour terminer avec ça, du coup, on n'a pas encore. Cette fois, on n'a pas encore. Mais c'est votre faute, hein. J'insiste lourdement. Hein. Mais c'est bien comme ça, c'est magnifique. Non, mais bien sûr. Mais non, moi je suis ravi que ça se passe comme ça, vous le savez, il n'y a pas de problème. Et on a tout le temps, on a l'éternité pour nous, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc, je reviens donc au point qui me semble un peu crucial. Marcel Conche, bon, j'ai beaucoup de sympathie pour lui, mais il reste dans une vision de la liberté, au fond, qui est celle du libre arbitre, effectivement. Hein. Il faut que je donne à l'homme un libre arbitre au niveau de sa parole. Hein. Bon, il faut qu'il soit l'origine, dans le libre arbitre au sens classique, au sens sartrien, de l'identification. Hein. Bon, ça veut dire que l'individu lambda, je sais qu'il a une éducation, qu'il a une enfance, qu'il a une culture, mais je considère qu'il est autonome quand il prend la parole. Je lui prête, alors je sais bien que beaucoup de discours de Marcel Conche, il n'est pas stupide, hein. Il sait que parfois nous parlons pour ne rien dire, ou que nous sommes des machines parlantes, hein, c'est-à-dire que nous répétons des choses qu'on a déjà entendues, mais encore une fois, nous nous écoutons et nous communiquons les uns avec les autres parce que nous prêtons spontanément à notre interlocuteur cette capacité de tenir un discours libre, c'est-à-dire autonome, c'est-à-dire qui n'est pas le fruit déterminé de ce qui s'est passé à l'instant témoin. Hein, bon. Et c'est pour ça que je l'écoute. Hein, sinon, encore une fois, je n'écouterai pas plus que j'écoute le perroquet qui me dit il pleut. Hein, bon. Donc, je pense qu'il peut dire la vérité ou qu'il peut mentir. Hein, bon. Je discute avec un islamiste et puis je m'aperçois que peut-être il ne croit pas autant en Allah qu'il a l'air de me le dire, et il est en train de me mentir. Il a cette capacité, hein, il est sans doute le produit de sa culture et de déterminismes multiples, et en même temps j'ai l'impression qu'il a cette liberté par rapport à ça qui fait qu'il y a un moment donné il fait un propos, et que ce propos il n'est pas le pur résultat de tous les déterminismes qu'il a subis, il est capable de tenir ce propos original, et il y a aussi toute la dimension que Marcel Conche aurait pu emprunter, il ne l'a pas fait, à Chomsky, le fondateur, un des grands linguistes du XXe siècle, qui dit nous avons deux choses dans notre langage, nous avons la compétence et nous avons la performance. Hein, ça c'est une très belle idée de Chomsky. La compétence c'est quoi? La compétence c'est le vocabulaire, la grammaire, c'est ce qui vous permet de faire des phrases. Mais nous avons la performance. Et c'est pour ça qu'il a écrit un livre, Chomsky, qui s'appelle La linguistique cartésienne. Bon. Je vous expliquerai dans un instant pourquoi. Chomsky est quelqu'un qui me dit, et c'est entièrement exact, tout homme sur Terre, tous les jours, prononce des phrases qui n'ont jamais été prononcées avant lui sur la planète. Moi, je pense avoir prononcé ce matin devant vous des phrases que personne n'avait jamais prononcées. Je ne roule pas des mécaniques pour autant, vous faites la même chose tous les jours. Hein. Bon. Nous avons cette capacité extraordinaire de prononcer des phrases inouïes. Sauf si vous dites bonjour, bonsoir dans une journée, évidemment, hein, soyons sérieux. Mais si vous parlez un peu dans une journée,
vous créez des phrases que vous-même n'avez jamais prononcées et que personne avant vous n'a jamais prononcées dans le monde. Et Chomsky appelle ça la performance. Bon. Et pourquoi il a appelé son livre La linguistique cartésienne? Parce que Descartes, dans une fameuse lettre au marquis de Newcastle, dit, évidemment, il n'y a pas de preuve de la liberté, mais il y a un indice très fort, et c'est la parole, justement. Et c'est cette parole imprévisible que l'homme est la seule à posséder, et là aussi, donc il compare l'homme au perroquet. Parler, c'est pas émettre des sons. Parler, c'est construire effectivement des phrases adaptées au contexte et qui ne sont pas prévisibles parce qu'au fond, je ne sais jamais à l'instant T ce que quelqu'un va dire. Je sors d'une salle de cinéma, qu'est-ce que mon compagnon, ma compagne, mon fils, ma fille vont me dire de ce qu'ils ont vu? Je n'en sais rien et ça m'intéresse justement. C'est pour ça qu'on s'écoute. On s'écoute peut-être pas suffisamment comme vous le disiez, mais on s'écoute un peu quand même. Bon, donc ça m'intéresse ce que va dire la personne qui a vu le même film que moi. Et je m'aperçois après qu'elle n'a pas vu le même film justement, qu'on n'est pas d'accord. Bon voilà, mais ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et je pense justement, et c'est la condition, alors une deuxième condition, c'est pour ça que Marcel Conche a développé ça dans un livre qui s'appelle Le fondement de la morale. Pourquoi la morale? Parce que effectivement, le vrai dialogue suppose que mon interlocuteur dit la vérité. Comment dialoguer avec quelqu'un qui me travestit sa pensée? On tombe tout de suite dans des paradoxes, c'est impossible. Bon, ce qui m'intéresse, c'est que vous me dites que le film est nul et que moi je l'ai trouvé génial. Là, ça devient intéressant. Et je vais m'intéresser à votre jugement, que je suppose libre. Parce qu'encore une fois, si je pense immédiatement, et c'est la faiblesse effectivement que Marcel Conche a bien repéré, du déterminisme. Si je pense que vous dites que c'est nul parce que vous êtes né dans tel milieu social, que vous avez eu telle enfance et que vous avez tel chromosome, je vous écoute pas, ça m'intéresse pas ce que vous me dites, enfin, ça m'intéresse très peu, je veux dire pas plus que le discours du perroquet. Bon, mais je pense que vous avez effectivement ce regard qui se traduit par la parole, qui est mal. Bon, donc tout ce que dit Marcel Conche, ça relève de la liberté au sens du libre arbitre. Et la question que je vous pose, et que j'ai un petit peu esquissée, et qui a amené notre ami à vouloir que je parle de la liberté une prochaine fois ou une prochaine année, c'est que c'est un des plus beaux thèmes de la philosophie. Moi je le dis dans mon petit livre sur prof de philo à la folie, j'ai eu un coup de bol extraordinaire. J'ai terminé ma dernière année en Cannes sur le thème de la liberté. Bon, ça c'est la grâce, c'est extraordinaire. Je me suis vraiment régalé dans cette dernière année d'enseignement en Cannes. Bon, donc c'est vrai que c'est un des plus beaux thèmes de la philosophie. Donc, ceci pour vous dire que nous sommes trop souvent enclins à penser que la liberté, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est le libre arbitre. Bon. C'est l'autonomie, c'est l'indépendance, parce que nous avons, et c'est un peu logique effectivement que nous raisonnons ainsi, puisque nous avons un discours déterministe qui est devenu très puissant avec la science. Bon. Donc la science, la liberté se positionne par rapport à ce discours qui est omnipotent, ce discours qui est performant. On est obligé de reconnaître la performance du discours scientifique, qui est agissant, qui transforme le réel, qui permet d'envoyer des hommes sur la Lune et de faire des choses, et de cloner, et j'en passe. Bon, donc ce discours a fait ses preuves. Il est performant, il est puissant. Bon, donc il est certain que du même coup, la liberté, elle est obligée de se positionner par rapport à ce discours déterministe. Donc, c'est ce qu'a fait Kant le premier. Sur ce plan, c'est un grand précurseur. C'est ce qu'a rappelé Sartre au XXe siècle, dans un discours moins original que certains le disent, qui a peut-être le mérite d'exister, j'en sais rien. Bon, sans doute, dans son siècle. Bon, bien. Oublions ça. Donc, du même coup, on a oublié que la liberté n'est pas forcément synonyme de libre arbitre. Bon, la liberté peut vouloir dire beaucoup d'autres choses. Bon, que dit Spinoza? Il dit il n'y a que Dieu qui soit libre, parce que la liberté c'est l'indépendance par rapport aux causes qui nous déterminent. Autrement dit, Dieu n'est déterminé par rien puisqu'il est la totalité, il n'a rien d'extérieur à lui. Bon, et pourtant il n'y a pas de libre arbitre en Dieu. Bon. Donc je vous invite à partir de la liberté de Dieu pour essayer de résoudre le problème dans lequel nous sommes. C'est pour ça que l'éthique est un livre extraordinaire. Dieu n'est pas libre.
chez Spinoza, vous l'avez bien compris, il n'y a aucune liberté en Dieu au sens du libre arbitre. Bon, un Dieu doté de libre arbitre, ce serait un Dieu capricieux, qui décide de faire ci mais qui aurait pu faire ça. Donc je résume un peu le Scoli que j'aurais dû vous commenter aujourd'hui, qu'on commentera peut-être rapidement à la rentrée, mais au fond on l'a commenté quand même, indirectement on l'a commenté quand même. Que dit Spinoza? Il dit qu'est-ce que c'est cette histoire, qu'est-ce que c'est ces absurdités d'un Dieu doté d'un libre arbitre, d'un Dieu capricieux, donc il se moque de Descartes, il se moque de Leibniz, un peu moins de Descartes, il dit finalement Descartes, bon, un Dieu qui décide, bon, c'est pas bien, mais bon, par contre Leibniz, alors c'est totalement délirant, ce Dieu de Leibniz. Bon. Donc, cette liberté de Dieu, Spinoza essaye de la penser, il essaye de penser ce que veut dire la liberté de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la liberté de Dieu? Ça veut dire engendrer des actes ou des réalités à partir de son être, à partir de sa puissance. Et moi j'ai beaucoup utilisé dans mes commentaires de Nietzsche je dirais une métaphore, parce que c'est bien une métaphore, mais que Nietzsche a énormément utilisée, qui est magnifique, je trouve, qui est l'artiste. Bon. L'artiste devant sa toile, bon. D'un côté, le vrai artiste, je renvoie à Kandinsky, et à son livre magnifique, et il est dans la nécessité, bon. Sinon c'est pas un artiste. Il est obligé d'ajouter une tache bleue en bas de la peinture. Il ne choisit pas, ah je mets du bleu, je mets du rouge. Bon, ça c'est les peintres débiles d'aujourd'hui. Un génie, il est dans la nécessité absolue, il ne choisit rien. Bon. Mozart, il entendait déjà sa musique avant de la composer, il ne choisit pas une note. Bon, est-ce qu'il n'est pas libre pour autant? Mais il éprouve le plus merveilleux sentiment de liberté, c'est-à-dire il crée, il crée ce qui vient du plus profond de lui-même, il exprime son être le plus profond. Donc il est vu de l'extérieur, si je réfléchis, je vais dire il est dans la nécessité absolue, il est pas du tout dans le libre arbitre. Et pourtant, il est dans la liberté. Qui peut nier qu'il soit dans la liberté? Il est dans la puissance créatrice. Ah ben peut-être. Peut-être. Mais vous avez là, je veux dire, vous avez dans la création artistique. Et Kant l'avait entrevu ça, dans sa troisième critique, ça qui en fait un philosophe quand même extraordinaire. Il voulait dépasser le dualisme dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il a évoqué l'art dans la troisième critique, la critique du jugement, la faculté de juger. Le génie, c'est la théorie du génie chez Kant. Le génie, il choisit rien. Bon. Et en même temps, on peut penser, et ils l'ont écrit, ces génies, est-ce qu'ils se sentent des marionnettes? Pas du tout. Bon, en créant dans la nécessité, donc on peut les comparer un peu à Dieu. C'est pour ça que l'Église les a condamnés pendant si longtemps. Être un artiste. Oui, mais c'est l'homme qui crée Dieu. On peut dire que c'est l'homme qui a créé l'idée de Dieu. Ah oui, mais ça c'est un autre débat. Un débat. Oui, mais il a prêté à Dieu ses propres capacités. Mais si vous voulez, l'artiste c'est un peu Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ressemble au Dieu de Spinoza. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il est dans la nécessité. Et il n'a pas du tout le sentiment de libre arbitre, sinon c'est un artiste raté. Bon, c'est comme ça, moi qui ai beaucoup travaillé dans les ciné-clubs, lorsque je présentais des films, je disais, bon, pourquoi est-ce que Fellini il met des toboggans dans la Cité des Femmes? Eh bien, vous demandez à Fellini pourquoi il met des toboggans, il vous fait un bras d'honneur. Vous demandez à Bergman pourquoi il met des violets dans Cris et Chuchotement, il vous fait un bras d'honneur. Et le cinéaste minable, c'est qui? Je vous donne le critère absolu. C'est celui qui va vous répondre pendant 3h30 quand vous lui posez la question. Il a 3h30 de théorie pour vous dire pourquoi il a fait ça. C'est un nul. Il aurait dû faire critique de cinéma. D'ailleurs, en général, ils ont eu le tort de sortir des cahiers du cinéma pour faire des films. C'est des débiles, c'est des médiocres. Le grand artiste, il ne sait pas pourquoi il fait ce qu'il fait. Bon. Et est-ce qu'il est pour autant, il souffre d'un manque de liberté? Je pense pas. L'expérience créatrice, c'est des expériences les plus enrichissantes où on a l'impression d'être le Dieu de Spinoza. Je produis quelque chose qui vient du plus profond de moi, donc je suis autonome, je suis indépendant. C'est ma propre puissance que j'exprime. Donc moi, je vous invite à essayer de comprendre ce qu'est la liberté du Dieu de Spinoza. Ça vous aidera, ça pourrait vous aider à comprendre que la liberté, c'est pas forcément le libre arbitre. La liberté, ça peut être autre chose que le libre. Et à ce moment-là, il n'y a que Dieu. Exclut le libre. Ah non, complètement. Ça l'exclut. Complètement. Est-ce que le libre arbitre ne serait pas une sorte de liberté, c'est une belle forme de liberté? On a le droit de croire ça. On aura la réponse à la fin du film. Je suis pas sûr de pouvoir vous donner la réponse. Bien, écoutez, passez de bonnes vacances. Je crois que je vous ai donné de quoi cogiter là, je pense. Voilà.